Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc à l'École nationale des chartes pour cette conférence du cycle Les Mardis de l'École des chartes. Je suis très heureuse d'accueillir ce soir pour cette conférence à deux voix donc Jérémy Ferrer-Barthomeu, qui est chargé de recherche postdoc au Fonds de la recherche scientifique de Belgique, et Olivier Poncet, professeur d'histoire des institutions, d'archivistique et de diplomatique de l'époque moderne, pour cette conférence intitulée « Écrits politiques et société administrative en France au temps des guerres de religion ». Alors c'est une conférence du cycle Les Mardis de l'École des Chartes, puisqu'il s'agit de l'actualité éditoriale des chartistes, et en l'occurrence, Jérémy Ferrer-Barthomeu, ici présent, a soutenu sa thèse de doctorat donc sur cette thématique que nous venons d'évoquer à l'École des Chartes, une thèse dirigée par le professeur Olivier Poncet, ici présent. Et c'est à l'occasion de la parution, la publication du résultat de cette thèse, donc chez Champvallon en 2022, qu'a été conçu le principe de cette conférence de présentation. On en est extrêmement heureux. Il s'agit là d'une très très belle thématique. Je vais m'effacer très vite pour laisser les deux interlocuteurs, les deux conférenciers du jour vous présenter cet ouvrage et en débattre devant vous. Mais évidemment, on voit très très bien à quel point cette belle thématique s'inscrit parfaitement dans les axes de recherche qui sont ceux à la fois de l'École des Chartes, de son laboratoire, le Centre Jean Mabillon, pour une période passionnante qui est celle du XVIe siècle, et plus précisément des guerres de religion. Des problématiques, je le soulignais, extrêmement proches des fondamentaux de cette maison, notamment la question évidemment de l'écrit, des scripturalités, de leur convocation dans la perspective de la longue construction de ce qu'on appelle l'État moderne. Donc c'est une problématique qu'évidemment les médiévistes également connaissent dès le milieu, même un peu avant, du XIIIe siècle. On voit se construire ces États, et notamment ces États princiers, ces États royaux, notamment l'État français, bien sûr. Par le biais de l'écrit, on voit s'établir peu à peu cette monarchie administrative qui concourt à l'installation, à l'instauration, si j'ose dire, de la sujétion. Et c'est véritablement cela que vous montrez, Jérémy, dans votre ouvrage, à quel point finalement, par le biais des bureaux d'écriture, l'ensemble de ces plumes au service de la monarchie contribue, je vous cite, à la réduction à l'obéissance et à la pacification d'un royaume déchiré par la guerre. Donc vraiment une problématique tout à fait passionnante, tout à fait dans l'historiographie la plus actuelle, qui convoque l'administration, la création de l'écrit au service des constructions administratives et politiques. Donc je ne doute pas qu'à la fois votre ouvrage et cette conférence trouvera une résonance particulière dans ce temps en particulier qui est celui de la recherche universitaire actuelle et de ses perspectives les plus récentes. Voilà, je vous remercie tous deux vraiment vivement pour votre présence ce soir et cette belle conférence à venir. Et sans plus tarder, donc je vous cède la parole tous les deux. Alors je laisse peut-être ce micro. Vous avez déjà... Ouais, voilà. Donc je vais l'éteindre et rejoindre le public, que je remercie encore une fois d'être venus nombreux assister à cette conférence. Merci à toutes et à tous. Et à tout à l'heure pour les questions. Merci beaucoup, Madame la Directrice, chère Michel, de cette présentation qui a, d'une certaine manière, posé un petit peu le tableau de cette séance que nous allons tenir à deux voix, mais je devrais dire plutôt à une voix accompagnée d'une petite voix en sourdine qui vient un petit peu relancer et scander le propos de l'auteur, puisque c'est un auteur que nous accueillons, un auteur qui a consacré une thèse de doctorat à l'École des Chartes. Je rappelle que depuis 2010, l'École des Chartes délivre le doctorat, et c'est une des premières thèses qui a vraiment été préparée dans cette maison et qui a été soutenue donc, il y a maintenant quelques années et qui a été transformée en livre
assez rapidement malgré tout, de sorte que nous pouvons aujourd'hui partager avec vous le bonheur de cette lecture que vous retrouverez à la sortie si vous souhaitez l'acquérir. C'est un travail ambitieux, c'est un travail qui n'est pas né, je dirais, comme cela, d'une seule fois, si j'ose dire. C'est un cheminement qui a commencé avant notre rencontre, puisque Jérémy Ferrer-Barthomeu a eu la chance de travailler avec d'autres de mes collègues qui sont aussi des amis, en l'occurrence Nicolas Leroux et Denis Crouzet, qui ont commencé à lui proposer des recherches, comme on le fait quand on est en étudiant de master, sur des correspondances, plutôt du début des guerres de religion, pour que, effectivement, le jeune chercheur qu'il était s'accoutume à comprendre ce qu'étaient à la fois les enjeux historiographiques de cette période, mais aussi les sources avec lesquelles l'historien peut travailler, ce qui l'a amené en particulier à travailler dans un mémoire de master sur la correspondance d'Henri d'Anjou, le futur Henri III, avec les villes de France lors de la Troisième Guerre de religion. Et puis évidemment, l'appétit venant, le souci de se donner un peu de développement dans le cadre d'une thèse de doctorat l'a amené à étendre son enquête dans un ouvrage qu'il va nous présenter dans ses différentes composantes, aussi bien les questions historiographiques que les questions de source, et un certain nombre de voies de questionnement auxquelles il s'est livré et qui ont donné un certain nombre de résultats qui, pour ceux qui connaissent un peu la période des guerres de religion, les surprendront un petit peu. Parce qu'effectivement, les guerres de religion sont envisagées souvent sous l'angle de cette dichotomie, d'un côté des violences, des haines, parfois inexpiables, et de l'autre, un esprit de tolérance, de la négociation, de la paix. Ce qu'il va vous exposer dans un instant, ce sont effectivement les modalités avec lesquelles un acteur qui n'est ni l'aristocratie, qui n'est pas non plus l'Église, qui n'est pas nécessairement non plus totalement le roi, a agi pour, en quelque sorte, faire dialoguer tous ces personnages au long d'une période qu'il a considérée sur une modalité aujourd'hui admise des guerres de religion, qui certes commence vers le milieu du XVIe siècle, mais qui se prolonge au-delà du règne de Henri IV. Et donc je suis très heureux de pouvoir vous présenter ce travail qui s'inscrit pleinement, cela a été dit par la directrice, dans les thématiques de la période et de l'école, mais aussi une période qui est un domaine reconnu d'excellence à l'école des Chartes, où depuis très longtemps on s'est intéressé aux guerres de religion, au XVIe siècle en général, peut-être parce que c'est une période qui est difficile d'accès du point de vue documentaire, la paléographie n'est pas toujours simple, et donc les chartistes y ont trouvé une forme de terrain de jeu finalement assez agréable pour leurs expertises, et donc effectivement, je crois que c'est une thèse qui nous ressemble, et j'en suis très heureux, et donc je vais tout de suite céder la parole à Jérémy Ferrer-Barthomeu pour qu'il vous expose en quelque sorte ce qu'a été sa découverte de la période, de l'historiographie, et qu'il nous explique effectivement en quoi il a trouvé une voie nouvelle dans l'examen et l'exposé de cette période. Merci beaucoup, cher Olivier Poncet. Merci beaucoup, Madame la Directrice, pour votre accueil dans cette école que je connais bien. Merci beaucoup aussi également au service de communication qui a travaillé à la préparation de cette conférence et qui fait que vous êtes aujourd'hui ici si nombreux et nombreuses. Je suis particulièrement ému au seuil de vous parler, puisqu'il y a assez peu de temps, finalement, en effet, cher Olivier, vous vous teniez à la même place, moi j'étais devant, et nous étions dans cette salle pour examiner un travail qui a duré 4 ans, mais qui, en effet, comme vous l'avez bien rappelé, trouve son fondement dans des préoccupations plus anciennes, notamment lors de mes travaux de master à Sorbonne Université, avec Denis Crouzet et Nicolas Leroux, qui ont été mes premiers professeurs et m'ont guidé sur la voie que vous avez ensuite raffermie et que vous avez nourrie. Le livre doit évidemment, comme vous l'avez rappelé, beaucoup à l'École nationale des Chartes, non seulement l'excellence de la formation qui est dispensée, mais également le livre, très concrètement, a été soutenu par le Centre Jean Mabillon, duquel je suis chercheur associé. Je voulais ici, et c'est la moindre des choses, le remercier. En effet, une période que je juge fascinante pour des problématiques qu'on n'attribue pas forcément aux années 1560-1620 qui ont été mon cadre chronologique d'enquête. On s'est intéressé
à l'État, à ses ministres, à ses bureaux, à ses procédures techniques, expertes, plutôt dans d'autres séquences chronologiques, notamment le début du règne personnel de Louis XIV. J'ai voulu, progressivement et en lisant patiemment les lettres d'Henri d'Anjou, puis devenu Henri III, j'ai voulu montrer en réalité qu'il y avait une forme de raison politique et de raison administrative à l'œuvre dans le sein de ces guerres civiles, qui ont longtemps été perçues comme un temps de chaos, de désordre, de conflits civils, de massacres, de violences. Évidemment, je ne voudrais pas nier, d'ailleurs des enquêtes très récentes le montrent, que ce fut un temps de chaos et de bouleversement. Cependant, dans cette séquence-là, et je crois que plusieurs collègues aujourd'hui le montrent, dans cette séquence très particulière des 8 guerres de religion du XVIe, des 3 guerres de religion du XVIIe siècle, dans cette séquence si particulière, un groupe élitaire, divers, épars, va justement faire la fortune d'une charge particulière qui est la charge de secrétaire d'État et plus généralement d'administrateur de l'écrit. Cette charge relativement nouvelle, je vais l'exposer en très peu de mots, est une charge inscrite dans l'immédiat entourage du souverain, avec les conséquences que cela emporte, c'est-à-dire un accès privilégié au roi, un accès régulier au roi, afin de pouvoir lui parler et comprendre quelles sont les volontés souveraines qui doivent ensuite être instrumentées dans le papier pour donner, puisque essentiellement ces secrétaires d'État, 4 secrétaires au début de la période que j'étudie, 3 secrétaires à partir de 1579, et puis 4 à nouveau au début de l'année 1589, ces secrétaires sont comme consacrés à la raison politique et administrative que j'avais débusquée dans ces enquêtes de master. Je travaille donc sur ces personnages, ces hommes de l'écrit. Marie Lesowski, dans un très beau livre consacré à Bellarmine, disait qu'il était comme toute surface. Eh bien, en effet, ces hommes de l'écrit sont entièrement plongés dans leur étude, couchés sur leur table de travail, les mains noircies par l'encre, de tenir la plume nuit et jour. Et donc, il y a une forme de fascination pour ces hommes et pour l'un d'entre eux, je dois bien le dire, qui a servi de fil rouge à mon enquête, même si je vais essayer de montrer comment je l'ai abordé. Il s'agit de Nicolas de Neuville, seigneur de Villeroy. Nicolas de Neuville, seigneur de Villeroy, était un, je crois, bon point d'observation sur la période que je souhaitais envisager, puisqu'il est secrétaire d'État de 1567 jusqu'à 1617, et il meurt en charge. Secrétaire d'État de 4 rois de France, de 2 reines régentes, il est également celui qui va, je crois, inventer en marchant la tradition qui fondera la fortune de cette charge. Il est secrétaire d'État sous Charles IX pour les premières guerres de religion, puis secrétaire d'État sous Henri III. Il est disgracié en 1588, renvoyé chez lui comme d'autres très hauts personnages du ministère, si l'on peut dire ainsi, et rappelé aux affaires par le souverain Henri IV en 1594. Il tiendra alors des départements considérables, tentant d'ailleurs toujours d'attirer à lui plus de charges et de tâches. Il tiendra le département des affaires étrangères, rassemblé dans un même département sous son prédécesseur Louis de Revol, et également le département de la guerre, jusqu'en 1617. Il est issu, et d'ailleurs mon collègue Damien Fonvielle, dans une thèse récemment parue aux presses de l'École nationale des chartes, l'a montré, il est issu d'un clan, il est issu d'une parentèle relativement élargie, dont la fortune dépend très directement de l'exercice d'un certain nombre de charges publiques dans l'entourage souverain, que ce soit des charges publiques diplomatiques ou des charges qui sont placées dans les bureaux. Il est un bon bourgeois, issu d'une très bonne bourgeoisie. Damien Fonvielle l'a encore montré, mais à la fois venant de la Loire et du bassin parisien, là où il va s'enraciner. Mais cependant, c'est un agent technique. Technique de premier ordre, il est vrai, mais nous ne sommes pas dans la très haute noblesse qui sera l'univers social, socio-politique de ces rejetons, de ces successeurs également à la charge de secrétaire d'État.
il est issu d'une famille de marchands de marais. Quand on dit marchands de marais, il faut envisager des gros marchands de poissons. Son collègue, dont il aura la charge en 1616-1617, son collègue secrétaire d'État, puisqu'il a également l'usufruit de cette charge, sera un homme que vous connaissez sans doute fort bien, puisque c'est Armand-Jean du Plessis, évêque de Luçon à l'époque, le futur cardinal de Richelieu. Donc on voit qu'on a basculé entre les années 1560 et la décennie 1610-1620, on a complètement basculé dans un autre monde social, un autre monde sociopolitique, un autre groupe élitaire. Et ce qui m'intéressait, dans la première partie de ce livre en tout cas, c'est d'essayer de voir comment ce périmètre très mouvant de cette petite portion de la société politique, que j'ai voulu nommer société administrative, évoluait au gré à la fois des conflits, des guerres, des succès, des stratégies, mais aussi des échecs qui étaient proposés par la période. Une des lignes de force de la démonstration, c'est de montrer qu'il y a une fusion de plusieurs groupes élitaires, de groupes qui sont des groupes issus de la bourgeoisie, des groupes issus de la finance, avec de bons mariages, et stratégies qui sont des stratégies gagnantes, qui sont des stratégies qui vont justement porter leurs fruits, des formes d'enracinement territorial, des formes de stratégies de projection des rejetons dans des carrières qui sont des carrières diplomatiques. Ce sera le cas pour le fils de Villeroy, Charles d'Alincourt. Une thèse récente lui a été consacrée. Carrière diplomatique, mais aussi militaire. Et puis enfin, le gouvernement du Lyonnais, qui sera un des points d'enracinement pour les XVIIe et XVIIIe siècles de la famille des Neuville-Villeroy. Donc on le voit, ce périmètre extrêmement mouvant fait qu'un homme comme Villeroy, qui a une carrière extrêmement longue, pouvait être évidemment approché par la biographie, mais il y avait un piège. Le piège biographique, c'était celui de tomber peut-être dans l'illusion de la linéarité d'une carrière sans faille, où Villeroy lui-même organise dans ses mémoires, qui sont des mémoires de justification, écrits après sa propre disgrâce, où il organise justement cette linéarité. En réalité, il n'y a pas, aujourd'hui non plus d'ailleurs, de linéarité en politique, encore moins dans un temps de guerre civile. Il y a des tentatives, des échecs, des stratégies gagnantes, parfois perdantes. Ça a été l'objet d'ailleurs d'un très beau livre collectif, les stratégies de l'échec. Il y a des ruines de maisons, puisque les guerres de religion ont cela que c'est un temps gris, où on peut tout gagner, mais on peut également tout perdre. La très belle étude consacrée au comte de Belin sur les ruines et fondations d'une maison nous l'a montré. Voilà ce que je pouvais dire en quelques peut-être points d'étape pour lancer les premiers éléments historiographiques et dire en tout cas ce qu'il y a dans ce livre. Merci beaucoup, parce qu'effectivement, votre livre n'est pas une biographie. Et je crois que c'est un des points majeurs de ce travail, qui est à la fois une thèse, mais qui est aussi un essai fondé malgré tout sur des sources qui sont à la fois le fondement de la démonstration, mais qui se trouvent être également l'objet, l'instrument que vous étudiez en particulier. Ce sont des sources qui ont des caractéristiques que connaissent les personnages qui, évidemment, ont affaire avec cette histoire, que connaissent évidemment les historiens qui s'intéressent au XVIe siècle, mais j'aimerais, pour le public qui ne connaissait pas forcément ce que sont ces documents que vous avez pu utiliser, ceux que vous avez privilégiés, que vous nous précisiez un petit peu à la fois les gisements auxquels vous avez fait appel, parce que c'est aussi une histoire d'archives dans votre travail, et puis également ce que vous leur avez demandé, que n'auraient pas demandé peut-être d'autres historiens, et qui fondent en particulier l'originalité de votre démarche. Alors, je vous remercie pour cette question, et j'aimerais l'introduire d'ailleurs par une anecdote. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, nous étions au début de notre relation de travail qui s'est poursuivie. J'avais beaucoup de peine à lire Villeroy, puisque nous sommes dans un moment d'effondrement documentaire. Et cela n'est pas sans conséquence dans la démonstration. Vous avez dit, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à lire Villeroy, notamment ses minutes. Et vous m'aviez répondu, oui, moi j'ai pris l'autre, Pomponne de Bellièvre, celui qui écrit bien. Voilà, donc maintenant, il reste Villeroy. Alors effectivement, mais au-delà de la boutade, c'est quelque chose de très intéressant. Pomponne de Bellièvre, je ne ferai pas l'affront à Olivier Poncet d'en donner ici sa biographie, mais n'est pas du même monde universitaire, académique, politique, même social que Villeroy. Villeroy, à la faveur
de la position de ses parents, hein, Morvilliers et Lobépine, va entrer dans les bureaux et se former aux écritures, mais pas seulement aux écritures, mais aussi aux missions diplomatiques, hein, en Espagne et en Italie, sur le tas. Pas gradé de l'université, et donc il écrit très mal, comme nombre de ses collègues. Moment d'effondrement documentaire, mais un peu à la manière des médecins, vous savez, dont on a du mal à déchiffrer l'écriture, où c'est compliqué, et tout ça en fait a une signification. Moi je l'ai appris en travaillant la littérature scientifique. Hein. Eh bien, ces secrétaires du second XVIe siècle se moulent aussi dans une manière d'écrire qui est une manière d'écrire qui leur est propre. On n'écrit pas, quand on est un secrétaire d'État, comme quand on travaille à la chancellerie, où il y a une écriture normée, propre à la chancellerie, propre à la Chambre des comptes. Les écritures financières ou militaires, diplomatiques, ne sont pas les mêmes. Et donc, ils vont devoir, même dans l'ordre documentaire et celui de l'écrit, inventer leur propre écriture. Et nous avons parfois beaucoup de peine à les suivre, à les lire, puisque les courriers... D'ailleurs, on peut repérer aussi les courriers qui sont écrits plutôt tôt le matin ou plutôt la nuit, hein, quand on n'a pas beaucoup de lumière. On peut parfois dater très précisément quand a été dressé tel ou tel courrier ou telle minute. Ça, c'est un premier point. Les gisements sont très nombreux, c'est océanique, et d'ailleurs c'est aussi un point de démonstration important. D'ailleurs, je veux ici, dans cette école, rendre hommage à deux grands noms qui ont commencé à travailler de manière extrêmement ardue sur l'inflation documentaire du second XVIe siècle. Il s'agit de Michel Antoine et d'Hélène Michaud. Hélène Michaud qui a consacré évidemment ses travaux à la grande chancellerie et aux écritures royales au XVIe siècle, montrent effectivement que dans ce temps de guerre civile, l'écrit connaît une particulière inflation, pour des raisons qui sont des raisons liées aux guerres civiles. À la fois, il faut réduire à l'obéissance telle ou telle ville, porter un certain nombre d'ordres à des troupes qui sont de plus en plus mouvantes, tenir au courant des avancées de plus en plus rapides de ce qui se passe à Paris, les postes diplomatiques très nombreux qui se sont mis en place dans les puissances alliées et adverses. Hein. C'est, comme vous le savez, la naissance d'une diplomatie résidente qui se met en place quelques dizaines d'années plus tôt que le déclenchement des guerres, mais tout de même, il faut correspondre régulièrement. Et évidemment, il y a une dimension de preuve, prouver quelle a été sa conduite dans telle ou telle occasion, dans un moment qui est un moment de guerre civile, c'est très important. Et donc, évidemment, les lettres, les missives, les courriers partent chemin faisant. Il y a également tentative de rideaux de fumée qui sont mis en place avec la diffusion de fausses nouvelles, une problématique très actuelle, où on va tenter justement de corrompre l'information politique et l'information diplomatique de telle ou telle puissance alliée, de telle ou telle puissance adverse, en faisant courir sur les routes et par la poste royale des informations qui ne sont pas valables, ou alors qui sont périmées. Donc, ces sources sont très importantes et je crois que le cœur de cette documentation est constitué par les correspondances elles-mêmes, les correspondances issues des bureaux des secrétaires d'État, des correspondances qui sont toujours très compliquées à lire pour une raison d'ailleurs que vous avez bien montré dans vos travaux sur la diplomatie au XVIIe siècle. Les secrétaires travaillent avec des volumes de travail qui ne sont pas fermés. C'est-à-dire que vous avez des liasses qui sont, on dirait aujourd'hui peut-être des portefeuilles ministériels, et il y a un moment où ces liasses vont être fermées, vont être reliées, vont devenir des volumes, des instruments de travail. Oui ou non, sont-ils des instruments de travail? C'est une question qu'on peut se poser. Mais la problématique est importante. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on garde dans le volume? Est-ce qu'on détruit des pièces? Est-ce qu'on retravaille des pièces? Est-ce qu'on invente des pièces qu'on va placer dans les volumes? C'est une question importante et qui fait que parfois, eh bien, on a du mal à appréhender ces volumes-là pour savoir si, en effet, cette missive a bien été envoyée, cette lettre a bien été contresignée ou a bien été reçue. Autre élément, c'est que comme nous sommes dans un temps de guerre civile, avec justement ce développement des correspondances internationales, dirait-on, de nombreuses correspondances sont chiffrées. Nous n'avons pas toujours les tables de chiffres. Alors, vous avez peut-être lu dans
dans l'actualité la plus récente, mais des missives ont été déchiffrées par des équipes à la fois d'informaticiens, mais aussi d'historiens, notamment notre collègue Camille Desenclos, qui est également docteur de l'École nationale des chartes, a participé à un travail d'ampleur sur une lettre de Charles Quint. Là, récemment, des missives de Marie Stuart, enfermées par Élisabeth, le code a été cassé également, on a pu les lire à livre ouvert. Donc des correspondances. Également, vous avez des écrits discursifs qui sont très nombreux, à la fois sous la plume des administrateurs eux-mêmes, qui racontent leur vie, font des apologies, tentent de justifier de leur propre conduite. Donc ces écrits discursifs sont évidemment très importants. De nombreux manuels de gouvernement qui vont commencer à se mettre en place au début du XVIIe siècle, qui vont nous expliquer comment est-ce qu'on tient un département de secrétaire d'État, qu'est-ce qu'un secrétaire, comment un secrétaire travaille pour un particulier, pour un conseil, puisque la fonction de secrétaire même va aller se répandant dans de très nombreuses strates et couches de la société politique. Donc, effectivement, écrit discursif. Une chose qui m'est chère, et nous en parlerons peut-être, l'iconographie. Il y a, au cours de la période entre 1560 et 1620-1630, le développement de portraits d'administrateurs en tant que tels, puisque c'est en effet l'accession à une nouvelle couche de la société, une nouvelle élite, donc en effet on se fait représenter. Il y a également des portraits collectifs qui sont mis en place, où l'on voit les administrateurs travailler ensemble. Vous avez peut-être en tête les portraits collectifs d'échevins, notamment d'échevins de Paris. Donc, source iconographique, quelques objets, très peu, peut-être je cite simplement, puisque je l'aime beaucoup, la boîte à chiffrer d'Henri II, qui est conservée à Chantilly, avec un système de chiffres qui fonctionne par petits trous crantés. Et les volumes les plus importants sont évidemment constitués par les correspondances politiques et diplomatiques. Il y a des gisements importants pour faire l'histoire de ces administrateurs qui se trouvent aux archives nationales, mais je n'en parlerai pas beaucoup puisque j'ai travaillé avec d'autres gisements, d'autres dépôts. Nous étions quelques-uns engagés sur des thématiques fort proches et en effet je pense que sur l'aspect de l'histoire sociale du politique de ce groupe d'administrateurs, Damien Fonvielle a fait un travail très important et fortement complémentaire avec ce que j'ai moi-même fait. Le fonds Godefroy de l'Institut a été d'une très très grande richesse avec de très nombreuses choses qui sont conservées et où on peut lire justement à livre ouvert un certain nombre de correspondances politiques au sein des clans, au sein du réseau familial des Neuville-Villeroy. La Bibliothèque nationale de France et les manuscrits qui se trouvent juste en face, conservant de très très nombreux volumes. Et d'ailleurs, je tiens à remercier le département de la conservation et de la restauration pour la restauration de plusieurs volumes pendant l'écriture de ma thèse, ce qui m'a permis de lire un certain nombre de choses qui... sans ça, auraient été mises de côté. Bien évidemment, donc, les archives diplomatiques sont importantes, les archives du service historique de la Défense. De très belles choses se trouvent également à Chantilly, notamment dans la bibliothèque et musée de Chantilly. J'aimerais dire un mot de l'ouverture internationale de ce dépôt, puisque j'ai réussi à aller voir de très très belles choses qui se trouvent conservées à la Newberry Library de Chicago pendant un mois, et d'ailleurs grâce au soutien de l'école. Et enfin, un certain nombre de choses se trouvent en Espagne, qui a été mon lieu de destination finale à la dernière année de ma thèse de doctorat, que ce soit à Madrid ou évidemment à Simancas, où vous m'aviez dit, cher Olivier Poncet, de ne pas me perdre. Et sinon, je ne serais pas là pour vous parler de ce livre, puisque je serai encore à Simancas. Donc voilà. Merci, vous avez compris effectivement que le cheminement dans les sources était aussi un cheminement dans l'élaboration du sujet. Un sujet qui a été traité par Jérémy d'une manière effectivement tout à fait originale, en particulier parce qu'il a, je crois que c'est une de ses grandes qualités, une capacité à mettre des mots sur des phénomènes, sur des observations que l'on peut de manière empirique faire en parcourant effectivement ces sources. Il n'est pas le premier, j'espère qu'il n'est pas le dernier non plus à les parcourir, mais il a effectivement réussi tout au long de son ouvrage, regardez simplement la table des matières et surtout lisez-le, à donner effectivement
une existence, une cohérence à des observations que l'on pouvait faire effectivement par le passé. Et en particulier, je relève, et je voudrais qu'on continue la discussion autour de cette notion, je relève dans son sous-titre le terme de société administrative. Société politique, c'est quelque chose qu'on emploie depuis assez longtemps, mais la société administrative, d'une certaine manière, c'est une façon de nous obliger à penser certains hommes de ce temps, servant le pouvoir, non plus comme étant la prolongation, le bras armé du souverain, non plus comme une partie ou une portion de ce qu'est la cour, mais effectivement un groupe d'hommes qui sont plus qu'un groupe, qui constituent effectivement un monde agissant, un monde conscient d'eux-mêmes, et effectivement ce sont des acteurs à part entière qui ont leur propre autonomie, en particulier parce qu'ils constituent, Damien Fonvieille l'a bien montré, une forme de, non pas simplement de groupe familial, mais effectivement de clan, c'est la thèse qu'il a retenue, soudés autour du service du souverain, qui d'une certaine manière travaillent sans véritablement être happés par les changements de règne. Et effectivement, cette société administrative ne s'arrête pas au secrétaire d'État. Et j'aimerais que vous précisiez un petit peu justement quel est ce monde particulier, pourquoi vous l'avez qualifié ainsi, pourquoi vous avez pu le faire, et d'une certaine manière, en quoi les sources dont vous venez de nous parler soutiennent cette affirmation. Merci. Alors, effectivement, j'ai voulu, et ce que je fais notamment dans la première partie de cet ouvrage, essayer de voir quel était le périmètre de ce que j'appelle les professionnels de l'écrit, qui constituent la pointe avancée de la société administrative. Dans la démonstration, je montre que la société administrative est justement le truchement par lequel la société politique va s'élargir. Je crois que c'est un des points essentiels du livre, de montrer que les guerres de religion ont justement vu l'élargissement du périmètre de la société politique, c'est-à-dire de plus en plus de gens participant, parfois bon gré mal gré, à l'effectuation des décisions souveraines, que ce soit pour les contester, que ce soit pour les défendre, y participer en tout cas. Ça, c'est un premier point. Cette société administrative en est le truchement. D'une part, de manière très concrète, puisque ce sont eux qui envoient et reçoivent les ordres écrits et les suppliques, les plaintes. Il y a de très beaux travaux sur ce qu'est une supplique ou une plainte en guerre civile. Donc ça, c'est un premier point. Ils sont, ces bureaux et donc ces secrétaires, ces administrateurs, à la fois comme des hubs, qui sont des redistributeurs de l'information politique et souveraine sur l'ensemble du territoire du royaume, mais parfois bien au-delà, en allant extrêmement loin, sachant que voilà, Villeroy peut, avec un certain nombre de volumes d'aide à la décision politique, même parfois de systèmes d'information géographique, grâce à un système de cartes. Je crois que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup actuellement, cher monsieur Poncet. Eh bien, Villeroy peut dire où est tel courrier, où est tel agent, où est telle table de chiffres pour déchiffrer telle missive, quel code on utilise avec tel souverain étranger, quelles adresses, enfin, de quelle manière on s'adresse au pape, au grand-duc de Toscane, à tel ou tel grand de la cour d'Espagne. Donc je crois que tout ça, cette expertise qui va grandissant, cette expertise administrative, évidemment, va finir par se précipiter dans une expertise politique, et ces hommes vont devenir des conseillers, des ministres, des premiers conseillers du prince, mais avant tout, ce sont, je crois, des pré-bureaucrates. Je vois un certain nombre de collègues dans la salle qui ont beaucoup travaillé sur ces questions-là, des pré-bureaucrates qui ne sont pas toute la journée dédiés à la gloire et à la fortune de leur propre clan, mais qui veulent tout simplement que les choses soient faites dans les formes, dans un certain nombre de procédures qui leur sont chères, qu'ils ont d'ailleurs contribué eux-mêmes à inventer. D'ailleurs, c'est très intéressant de confronter sources de la pratique, comme les correspondances politiques, et les règlements qui sont pris par les derniers souverains valois et les deux premiers souverains bourbons. On voit qu'il y a des décalages très importants entre ce que les règlements tentent de faire dans la police de cour, c'est-à-dire qu'on est en guerre civile évidemment, et puis la cour connaît également une inflation en termes de personnel. Donc on tente d'encadrer le plus possible la circulation du papier politique dans l'espace du palais. Évidemment, c'est un échec. Il y a du papier partout, des administrateurs partout, donc tout se sait. Les cours européennes deviennent, comme le dit Norman Jones, de gigantesques oreilles. Et donc le travail de ces secrétaires d'État, c'est d'arriver à se faufiler dans ces cours labyrinthiques et extrêmement populeuses. Vous
dites dans la préface, c'est une société politique aussi inquiète qu'inquiétante. Donc, ces règlements sont en décalage avec la pratique qu'on observe. Il fallait se demander, mais pourquoi ces règlements disposent ainsi de règles qui sont intenables, en réalité? Eh bien, je crois que c'est la manifestation d'une compréhension de la politique qui est très intéressante de la part des derniers souverains valois et des 2 premiers souverains bourbons. Cependant, ce qui est très intéressant dans ces règlements-là, qui donc explique par exemple qu'on ne peut pas faire sortir du papier du cabinet. Évidemment, les secrétaires d'État travaillent, même parfois chez eux, et donc le font en permanence. Ces secrétaires, dans leur propre correspondance, ou alors dans les écrits discursifs qu'ils vont livrer, vont parler de ces règlements, en disant « mais c'est organisé n'importe comment, faut pas faire comme ça, on est en guerre civile ». Justement, on ne peut pas attendre. On doit immédiatement, dès qu'une dépêche arrive, en avoir connaissance, faire un résumé, l'envoyer au roi ou à tel officier ou grand officier qui est chargé de répondre ou de résoudre tel ou tel problème. En gros, il y a une forme de discours qui va être tenu par ces administrateurs sur l'action de l'État. Et je crois que ça va permettre de voir se développer une forme d'autonomie théorique de leur part, ce qui va ensuite venir se sédimenter dans les manuels de gouvernement, dans les règlements de bonne police, dans la littérature, administrative du XVIIe, du second XVIIe, peut-être plus tôt. Donc ça c'est un point que je voulais débusquer. Un autre point, en essayant de ne plus forcément s'arrêter à ces seuls secrétaires comme professionnels de l'écrit, il devenait possible de se demander qui avait finalement part à l'écrit. Et donc à la fois de descendre dans les bureaux pour essayer de voir si tel maître des requêtes, si tel secrétaire d'ambassade, si tel ambassadeur, si tel officier militaire était un professionnel de l'écrit. Comment est-ce qu'il entretenait un rapport particulier à l'écrit? Ce qu'il écrivait, ce qu'il n'écrivait pas, ce qu'il signait, ce qu'il dictait. Mais également, on pouvait même monter en généralité pour se demander si Philippe II, roi bureaucrate, roi paperassier par excellence, était un professionnel de l'écrit. La réponse est évidemment oui. Mais Élisabeth est-elle une professionnelle de l'écrit? On sait qu'elle écrit souvent, très régulièrement. D'ailleurs, une très belle lettre retrouvée à Chicago fait état d'une douleur qu'elle a au bras parce qu'elle écrit trop. On lui demande tout de même de laisser un petit mot de sa propre main, puisque le correspondant, le destinataire de sa lettre, en sera évidemment extrêmement honoré. Donc oui, je pense qu'Élisabeth, reine d'Angleterre, est une professionnelle de l'écrit. Marie Stuart également, dont on a découvert qu'elle utilisait plus de 32 alphabets pour communiquer avec ses agents en France et les réseaux dormants écossais soutenant sa libération en France. Donc oui, sans doute est-elle une professionnelle de l'écrit. Et d'ailleurs, les grands complots, ou en tout cas les grandes menées de Marie Stuart, elles passent par l'écrit. Et c'est d'ailleurs ça qui la perdra, puisqu'on montrera un certain nombre de correspondances qui l'accusent, mais je ne rentre pas dans le détail. Il faudra lire le livre, peut-être. Oui, non, effectivement, vous avez raison d'insister sur cette internationalisation, finalement, cette globalisation du recours à des sociétés qui font de l'écrit à la fois un moteur de leur action et un but de leur vie, d'une certaine manière. Et je crois que c'est un des aspects extrêmement intéressant de votre travail, qui effectivement fait figurer sur le titre le terme de France, que de nous rappeler, comme le font beaucoup d'autres travaux actuels, que les guerres de religion en France ne sont pas qu'une affaire française. En réalité, c'est toute l'Europe qui est saisie par ce problème du conflit confessionnel, et effectivement Philippe II, Élisabeth, mais d'autres encore, mettent finalement à la fois leur destin et leur confession, leur croyance en jeu. Et les bureaux français ne restent pas, évidemment, étanches à ce qui se passe dans d'autres sociétés administratives, qu'elles soient espagnoles, qu'elles soient anglaises, qu'elles soient italiennes. Et j'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous avez cherché dans les archives étrangères que vous avez fréquentées, davantage en Espagne, puisque vous avez résidé à Madrid en tant que membre de la Casa de Velázquez pendant une année, ce que vous avez finalement trouvé que vous n'attendiez pas à trouver, et ce qui a confirmé d'une certaine manière vos hypothèses fondées par une complicité très forte avec les sources françaises. Merci. Alors, je crois que c'est une chose dont nous avions discuté en aparté à la fois du séjour très court à Londres et du séjour plus long en Espagne.
je crois qu'il y a une forme de décalage chronologique par rapport à l'expertise des bureaux français par rapport à leurs homologues, qui n'en sont pas tout à fait d'ailleurs. Dans la mesure où la chronologie est un peu décalée. Les phénomènes se mettent en place sans doute plus tôt en Espagne, avec une forme de spécialisation en conseil et en junte autour de la personne du souverain, avec une politique extrêmement consciente de classement, d'archivage, comme une mémoire externe de l'État à Simancas, qui se met en place très tôt. Même chose pour l'Angleterre, avec des profils qui sont des profils de secrétaires qui ne sont pas les mêmes que ceux que nous avons en France. Sans doute des gens qui font davantage d'études, qui parlent davantage de langues, qui sont moins versés rapidement dans la pratique que ce que nous pouvons observer et en Angleterre et en Espagne. Quand je dis l'Espagne, en réalité, et ça j'y crois assez fermement, dans la mesure où d'ailleurs maintenant j'y réside et je peux aller très régulièrement à la KBR, aux Archives Générales du Royaume. Je crois que quand on parle de l'Espagne, quand on est français ou parisien, on parle de Bruxelles généralement. C'est Bruxelles le lieu de destination des espions, des transfuges, des traîtres, pour des raisons qui sont des raisons de proximité géographique, mais aussi des raisons d'ébullition. Nous avions le Caire dans les années 60 comme nid d'espions, et Bruxelles est un nid d'espions pendant les guerres de religion. C'est le lieu où on va justement, c'est la base arrière d'un certain nombre de menées d'agents de Philippe II, à telle enseigne d'ailleurs que dans un dossier que j'ai travaillé de manière assez extensive, la prévôté de Bruxelles arrête un agent, on lui dit, voilà, nous sommes désolés, mais nous allons vous passer à la question. Vous travaillez pour la reine d'Angleterre, vous êtes un agent de Walsingham. Il répond, mais pas du tout. Je travaille pour Philippe II depuis le début. Et la prévôté ne sait pas quoi faire. Et donc envoie une demande d'information en Espagne en disant, mais pour qui travaille-t-il ? Pour une raison simple, c'est qu'il a sans doute des engagements doubles, voire même des engagements triples, et il trahit en fonction de ses propres intérêts. Cet homme s'appelle Thomas Morgan, une vie absolument passionnante. Donc ce qu'on trouve, c'est qu'on trouve, je pense, des procédures qui sont des procédures plus expertes, avec des mondes administratifs plus populeux, pour le coup. Et une chose assez intéressante, c'est qu'on peut voir où l'intérêt des bureaux français se place quand il s'agit d'envoyer en formation un agent qui va ensuite être versé soit comme maître des requêtes du Conseil, soit devenir lui-même premier commis d'un bureau de secrétaire d'État, puis lui-même secrétaire d'État. En fait, l'axe avec Londres et l'axe avec les Flandres, ce sont des pôles beaucoup plus importants dans la formation et le cursus honorum administratif, pourrait-on dire, que l'Espagne, pour un certain nombre de raisons, qui sont des raisons assez complexes à expliquer rapidement, et l'Italie. L'Italie, de manière très générale, il faudrait mettre une enquête en place sur la papauté de la fin des années 1580-1590, mais je crois que nous allons en parler à Liège dans 2 jours. Donc, ce qu'on trouve dans ces sources-là, dans ces sources étrangères-là, c'est principalement ça, avec une chose qui est tout de même, qu'il faut quand même dire. Quand vous allez dans la série des State Papers 78 aux archives de Kew à Londres, les choses sont rangées, se suivent chronologiquement, c'est très 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 intéressant. Même chose en Espagne. En France, il faut arriver à construire son objet documentaire par touche, parce qu'il y a plusieurs dépôts, pas du tout que les choses sont mal rangées, mais et donc une hypothèse intéressante d'ailleurs d'Hélène Michaud dans un de ses articles sur les registres de Claude Pinard, disait, mais on trouve que c'est vraiment très très anarchique, en effet qu'on va retrouver dans tel dépôt, tel liasse, et puis on peut se demander comment ils travaillaient, comment eux-mêmes s'y retrouvaient. Elle dit, oui, c'est vrai que c'est admirable, comment ils faisaient pour travailler de manière quotidienne, comment ils faisaient pour savoir que tel ou tel volume était à tel ou tel endroit, ou tel document était à tel endroit. L'Angleterre, les Flandres, l'Espagne sont des mondes documentaires un peu différents. Et puis, il y a une autre chose, j'en termine ici, c'est que ce qui va intéresser l'Espagne fin du XVIe, à la défaite de la Ligue, et puis début du XVIIe siècle, ce sont des objets qui, moi, ne m'intéressaient pas en thèse, c'est le grand large et c'est l'aventure impériale,
je n'ai pas étudié, par choix, parce qu'on ne peut pas tout faire, mais c'est là en effet que le maximum d'expertise des bureaux va se concentrer pour traiter des questions qui sont extrêmement importantes, des questions de colonisation, d'évangélisation, également des questions économiques, industrielles, qui là pour le coup sont tout à fait différentes. Je crois qu'une des choses que votre enquête internationale, qui n'est évidemment pas le cœur de votre travail, mais qui était indispensable de mener, et vous l'avez fait avec beaucoup d'honnêteté dans un temps réduit, et c'est très bien parce que votre thèse a été terminée à temps et vous avez pu en faire un livre que vous offrez aussi aujourd'hui aux lecteurs, c'est effectivement de montrer en quoi, aujourd'hui encore, les archives sont véritablement le reflet de l'État. C'est-à-dire qu'effectivement, et c'est pour répondre un peu à la question d'Hélène Michaud, et y répondre peut-être avec un complément supplémentaire, c'est que les archives que nous possédons de ces secrétaires d'État sont d'abord des archives que ces secrétaires se transmettaient entre eux et non pas à l'État. Grande différence avec l'Angleterre, qui avait contraint, par la brutalité d'un certain nombre de souverains, à ce que les hommes en charge abandonnent, laissent de bon gré ou de mauvais gré leurs archives à leurs successeurs, constituant ainsi une mémoire de l'État. De la même façon, en Espagne, qu'il s'agisse de Charles Quint ou de Philippe II, le fonctionnement de la monarchie espagnole faisait des hommes au service de l'État, et donc de passage, sans constitution de dynastie ministérielle, comme Damien Fonvieille y a bien insisté, avec une formation interne à la famille, qui se faisait aussi sous forme d'ambassade. Ce sont probablement les hommes, les ministres du XVIe siècle, ce sont ceux qui, dans toute l'histoire de France, ont le plus une expérience internationale. Pratiquement tous été ambassadeurs. Villeroy faisant une magnifique exception, même s'il a connu des ambassades extraordinaires à tel ou tel endroit, mais la plupart d'entre eux ont été des ambassadeurs en Italie, en Espagne, en Allemagne, revenant ensuite pour administrer effectivement le pouvoir ministériel. Et leurs archives, en fait, sont des évaporations de mémoire administrative. Et ce n'est qu'au XVIIe siècle, parfois au XVIIIe siècle, parfois au XIXe siècle, que ces archives ont fini par revenir dans le giron de l'État, mais pas nécessairement dans les archives nationales ou archives du roi, mais souvent dans les collections de bibliothèques, et de la sorte que, les spécialistes le savent bien, les archives du pouvoir au XVIe siècle sont d'abord à chercher dans la collection des manuscrits français de la Bibliothèque nationale de France. Et je pense que là, effectivement, on avait d'une certaine manière la confirmation de ce que l'on pouvait pressentir par ce passage effectivement vers l'étranger. Et je crois que c'est une des formes de travail tout à fait intéressantes qu'aujourd'hui, peut-être plus qu'hier, nous pouvons solliciter de la part de nos doctorants, c'est d'aller voir un petit peu ailleurs, pas uniquement parce que c'est à la mode, mais parce que c'est aussi une façon d'expliquer, de mieux comprendre ce qui est une forme de singularité française, effectivement, qui surprend tellement nos collègues étrangers, en particulier américains, qui s'attendent à trouver des archives proprement bien rangés pour les siècles qui sont ceux du XVIe et du XVIIe siècle, et qui se rendent compte qu'avant Louis XIV, mon Dieu, bien, il faut réinventer en quelque sorte l'histoire de ces archives. Autre chose que vous avez suggéré dans votre travail et qui, je crois, occupe vos recherches actuelles et sur lesquelles j'aimerais que vous puissiez un petit peu conclure, parce que c'est une forme de trait d'union qui montre que, comme le disait bien Pierre Chenu, tout livre naît d'un autre livre, et d'une certaine manière, l'enchaînement se fait à partir de parfois un petit détail, et vous reviendrez éventuellement sur ce terme, qui figure dans votre livre et qui montre que les chercheurs sont sans cesse sollicités par leurs propres recherches pour aller un petit peu plus loin. Et j'aimerais que vous nous en disiez quelques mots avant de céder la parole à la salle. Bien sûr. Alors, merci beaucoup. En conclusion, puisqu'en effet, il est important qu'on puisse discuter, la thèse proprement dite a été achevée dans son écriture, non pas à Madrid, mais à l'Escorial, qui est le palais monastère de Philippe II, comme vous le savez, un palais monastère extrêmement austère, mais à la fois qui, déplié, est un concentré, un résumé de la vocation universelle de la monarchie catholique. Et donc, quand vous vous promenez dans l'Escorial, ce que je faisais, une petite pause d'1 heure par jour que je m'accordais, eh bien, vous pouviez en effet voir la salle de travail, la chambre microscopique de Philippe II,
qui règne donc sur des territoires absolument immenses. À côté de sa chambre, il a la salle des secrétaires, hein, qui justement nuit et jour, et j'insiste sur nuit et jour, puisque la junte de nuit qui a été étudiée récemment vient depuis les Cortes de Madrid afin d'apporter les décisions, d'expliquer quels sont les conflits en termes d'imposition, hein, très souvent. Et donc, au matin, partent en effet la volonté souveraine du roi. Eh bien, ce dispositif-là connaît une galerie, une grande galerie, dont on ne sait pas très bien quelle était la destination fonctionnelle, que l'on appelle la salle des batailles. Et la salle des batailles est un programme assez classique, assez simple, qui d'ailleurs va faire l'objet, dans très peu de temps, de la publication d'un très bel ouvrage, où vous pourrez lire un article de Pauline Lafille de Limoges sur une des fresques, un des murs, en tout cas, de la salle. Hein. En gros, vous avez la bataille de l'Iraguela, qui est une bataille très importante de la Reconquista. De l'autre côté, qui lui fait face, le cycle des batailles contre la France. Et au fond de la salle des batailles, la conquête du Portugal. Comme vous le savez, Philippe II réunit sous un même chef la péninsule sous son règne. Et dans cette salle où j'allais me promener régulièrement, comme j'étais obsédé par les hommes de l'écrit et les secrétaires, je cherchais un secrétaire, évidemment. Je ne trouvais absolument pas ce secrétaire, j'y allais pourtant 2 jours, 3 jours, 4 jours de suite. Nous avions absolument sous les yeux tout ce qu'une armée en campagne peut compter, hein, donc des soldats, en même temps des gens qui jouaient aux cartes, un certain nombre de gens qui suivaient les armées. Cette salle, hein, il faut bien en avoir conscience, ce sont vraiment des dizaines de milliers de personnages, hein, qui ont été peints dans des programmes iconographiques absolument incroyables, hein, par un groupe italien à la fin de la décennie 1580. Et finalement, j'ai trouvé ce secrétaire. Je ne vous en dis pas plus, hein, puisqu'il y a une énigme à résoudre dans le livre. Hein. J'ai trouvé ce secrétaire, j'ai trouvé ce tout petit secrétaire qui va de l'avant-dernière bataille contre la France à Gravelines à la dernière bataille, qui va venir consacrer la victoire du roi d'Espagne au moment de cette bataille de Gravelines. Et donc, j'ai souhaité, et nous en avions d'ailleurs parlé aussi, me pencher sur la représentation de l'administration, à la fois dans les programmes qui sont des programmes iconographiques monumentaux, comme la salle des batailles de l'Escorial, mais aussi dans les frontispices de ces fameux manuels de bon gouvernement dont je vous parlais, de ces manuels de secrétaires dont je vous parlais. Également, ces portraits collectifs qui vont venir documenter la puissance des corporations et des corps de ville, voir comment est-ce qu'on représente le Conseil, comment on représente un ambassadeur qui vient apporter ses lettres de créance à une puissance étrangère, comment est-ce qu'on figurait le papier et plus généralement l'administration et les activités de cette société administrative dans l'iconographie des 16e, 17e siècles. C'est aujourd'hui ce qui m'occupe au FNRS, où je travaille à la fois à Liège et à l'Université catholique de Louvain. Et donc, je voulais en finir sur ce point-là, puisqu'en effet, comme tout livre naît d'un autre livre. Donc, il y a beaucoup de chapitres encore à déplier. Je vous remercie. Et c'est nous qui vous remercions pour cette passionnante ouverture, et j'espère qu'il y aura des questions qui suivront votre belle intervention. Merci. Merci beaucoup. Donc nous avons maintenant du temps pour échanger, et je crois que l'orateur attend vos questions pour pouvoir effectivement prolonger certains des points qui ont pu être abordés rapidement, vous l'avez compris, mais pour justement que nous ayons un petit peu de temps d'échange. Donc la parole est à la salle pour qui veut la prendre, et donc je vous invite à vous manifester et à poser des questions. Oui. Alors, une question peut-être un peu secondaire dans le champ académique. Est-ce que vous avez travaillé en collaboration avec des historiens du droit? Est-ce que ce sont des démarches qui vous sont familières, ou est-ce que vraiment ce sont deux mondes qui ont des logiques, qui ont des parcours complètement différents? Je vous remercie pour cette question. Qui n'est pas petite. Qui n'est pas petite et qui me fait sourire parce que j'ai vraiment des choses à vous dire en réponse. Effectivement, moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait des liens très forts entre l'histoire du XVIe siècle, notamment l'histoire politique, administrative du XVIe siècle, et
ce que le Conseil national des universités, dans sa section 03, appelle l'histoire du droit et des institutions. Effectivement. Ces liens-là existent pour des gens de bonne volonté, dont je suis, ou pour Olivier Poncet, qui travaille régulièrement avec des historiens du droit et des historiens de la justice. Je crois en effet que vous avez raison. Aujourd'hui, les liens sont peut-être un peu ténus, pardon. Mais effectivement, par exemple, les secrétaires parlent très régulièrement du contrôle jurisprudentiel qu'ils opèrent sur les dons qu'ils instrumentent. Est-ce que c'est possible de donner? Est-ce qu'un édit le permet? Donc là, je crois que nous sommes tout de même dans l'histoire du droit. Donc je crois qu'en effet, votre question est une question importante, mais moi je plaide, et je plaide à l'École des Chartes, où il y a des disciplines qui sont enseignées, des professeurs d'histoire du droit, et c'est très important, en tout cas pour nous, de travailler de cette manière-là. Mais comme c'est très important, je dirais, c'est le même mouvement de travailler sur le second XVIe siècle, enfin sur le XVIe siècle et l'époque moderne en général, en ayant conscience que l'histoire est aussi une science sociale, qu'il y a beaucoup d'apports de la sociologie que nous pouvons mettre dedans, beaucoup d'apports de l'anthropologie de l'écriture. Béatrice Frankel, spécialiste reconnue de la signature, pourrait venir le confirmer. Je crois qu'en effet, aujourd'hui, faire de l'histoire du XVIe siècle et faire de l'histoire du secrétariat, ce n'est pas se cantonner à faire une histoire positiviste qui, moi, m'intéresse beaucoup, mais c'est faire une histoire renouvelée, justement, au feu des sciences du droit, des humanités numériques, de l'histoire de l'art et des études visuelles, et en même temps, oui, de l'histoire des idées, de l'histoire sociale des idées. Et je crois que c'est une question que vous soulevez qui doit être un défi pour nous, de toujours penser, en effet, ce que font les collègues en faculté de droit. Oui. D'autres questions? Vous avez le droit d'en poser une deuxième, si vous... Je vous donne juste un exemple de lien intéressant. Sur le XVIe siècle, par exemple, vous avez une collègue, Gerline Casals, professeure d'histoire du droit, qui a travaillé sur le miroir politique de Guillaume de la Perrière, un ouvrage majeur, et qui l'a justement traité, pas en historienne, mais en historienne du droit, justement, qui a fait des découvertes majeures qui nous sont très utiles. On collabore régulièrement. Oui. Allez-y, Clémentine. En fait, je me demandais, lorsque vous évoquiez les gisements documentaires que vous avez pu étudier sur notamment Villeroy et d'autres secrétaires d'État, vous évoquiez notamment les écritures, aussi l'iconographie sur laquelle vous êtes revenu pendant les courriels, et aussi la cartographie complètement. Je me demandais, est-ce que vous avez vraiment creusé la cartographie utilisée par Villeroy et d'autres, ou est-ce que c'est juste un exemple? Alors, je vous remercie pour cette question. Effectivement, c'est dans le chapitre sur la mise en ordre graphique de ce que font les administrateurs que je me suis interrogé en partant du seul document figuré que j'ai dans un volume de travail, qui est le volume des instructions de M. Drevol, qui est la bataille de Coutras, le plan des forces en présence. Et il est vrai que c'est quand même très étrange d'avoir, dans les très nombreux volumes que j'ai pu voir, un seul document graphique, qui est un plan de bataille, alors de bataille effectivement très importante, mais de ne pas avoir d'autres éléments qui sont des éléments graphiques. Et donc, il y a plusieurs chantiers qui sont en cours, plusieurs publications d'ailleurs de très grande qualité qui ont été données récemment, et je crois que c'est une préoccupation que vous avez actuellement, le séminaire consacré aux archives, et peut-être vous pouvez en faire un mot. Mais merci pour cette question. Effectivement, c'était un étonnement pour moi de ne pas avoir plus d'éléments cartographiques, de plans. C'était assez étonnant. Et donc, alors, soit les instruments sont ailleurs, soit ils ne sont pas conservés dans les mêmes départements que j'ai pu observer. Et en effet, savoir quels étaient les instruments graphiques dont on allait se servir fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Voilà, moi, je crois que c'est une interrogation très importante, vraiment majeure. Merci beaucoup. Oui, une question au fond. Vous avez évoqué notamment en lien avec la construction progressive de l'État absolu, donc le rôle des secrétaires d'État dans cette construction, bien sûr.
Dans quelle mesure est-ce qu'on retrouve, notamment dans les écrits de ces secrétaires d'État, une conscience de corps des secrétaires d'État et aussi la conscience de servir cet État naissant comme entité? Merci beaucoup. C'est une question intéressante, une question importante. Alors, je vais prendre la question autrement. En gros, ce qui m'a intéressé, c'est par exemple d'observer dans une forme d'anthropologie et de réception des différents écrits royaux, donc de la main du roi, de voir la distance qui se mettait en œuvre, qui se mettait en place de la part de ces agents. Je vous donne juste un exemple. Vous avez une lettre qui est résumée, comme très souvent, dans un volume qui a été fermé a posteriori, une lettre du chancelier. Et sans doute un clerc, un des 4 clercs ou le premier commis, a résumé ce que dit le chancelier en écrivant ces quelques mots, lettre du chancelier, où il ne dit pas grand-chose. Donc, je trouvais que c'était intéressant de voir cette forme de distance par rapport à une lettre du chancelier en termes de réception, en fait, dans la mesure où il y a un monde social très important qui sépare, en fait, un commis et puis le chef de la justice du roi. Donc, plutôt que d'essayer de voir à quel moment ces administrateurs-là parlaient de manière explicite du fait de servir l'État, de servir le roi, ils le font, évidemment. Notamment, ils le font dans leurs écrits de justification au moment de prouver que leur conduite n'a été qu'une conduite au service de l'intérêt général, de l'intérêt de la couronne de France. Ce sera le cas de Villeroy dans ses mémoires, évidemment. J'ai peut-être préféré m'intéresser à des moments où ils témoignent un peu de distance. Ou alors, où ils font preuve d'une forme de fatigue administrative ou de routine. Il y a un certain nombre d'annotations, et je me rends compte que je n'ai pas répondu correctement à votre question, pas complètement. Il y a un certain nombre d'annotations, de ratures, de reformulations qui apparaissent dans les volumes que j'ai pu consulter, qui sont, je crois, peut-être plus intéressants en tant que tels, puisqu'on voit que se mettent en place des procédures, que se met en place une tradition administrative, même parfois une routine. Et là, pour le coup, quand Leclerc écrit ça, une petite fatigue, en réalité, il est en train de faire son petit résumé. Et donc je crois que par touche, on peut approcher ce qu'on pourrait appeler avec des grands mots l'habitus du secrétaire d'État pré-absolutiste ou l'éthos du serviteur par l'écrit. On peut évidemment utiliser ces mots qui sont parfaitement valables et repérés, mais comment est-ce qu'on arrive à faire cette démonstration-là? En montrant tout simplement qu'ils ont l'habitude et qu'ils sont en train de postuler une tradition qui, selon eux, remonte aux temps immémoriaux, alors que ça ne fait que 15 ans, 20 ans, 30 ans qu'ils sont dans l'entourage des souverains. Merci beaucoup. Oui, Jean-Baptiste. Bonjour, merci pour votre intervention. Je m'inscris dans la question précédente, puisque vous avez cherché les moments où finalement ces administrateurs n'étaient pas simplement administrateurs ou simple relais de la volonté royale. Est-ce que perce à certains moments une opinion que ces administrateurs, que ces secrétaires d'État auraient pu avoir par rapport au contexte des guerres de religion, par rapport à l'opposition religieuse, aux débats politiques qui sont animés à ce moment-là également? Est-ce que vous trouvez également des allusions à cela, d'opinion personnelle sur la situation de la seconde moitié du VIe siècle? Alors, évidemment, il passe beaucoup de temps à parler du contexte. Cependant, comme ils vont, je vous le disais, de stratégie en coup, de réussite en échec, vous avez un certain nombre de choses qui ont disparu et qui ne nous sont plus connues et qu'on ne peut plus lire. Par ailleurs, figer ses positions ou figer ses opinions dans l'écrit et qui va ensuite être mise en circulation alors qu'on est dans un moment de guerre civile, me paraît aventureux, me paraît dangereux et un peu compliqué. C'est vrai que quand on lit Villeroy, ses correspondances, ses mémoires, les instructions, par exemple, qu'il peut dresser aux ambassadeurs, qui sont aussi une source importante, on a l'impression, en tout cas, de lire un bon politique, quelqu'un qui essaye de trouver une manière de s'arranger au moment de la Ligue, par exemple, de faire discuter les différents partis. Évidemment, c'est une reconstruction
à la fois de sa part, c'est aussi une reconstruction historienne. Pour avoir fréquenté quand même assez longuement Villeroy, et j'en parle souvent avec Damien Fonvielle, je ne pense pas que Villeroy était dans un profil de ligueur jusqu'au boutiste comme les ligueurs marseillais ou comme la noblesse bretonne. Je pense qu'effectivement, bon, la disgrâce a marqué un coup d'arrêt très important à la stratégie familiale qu'il porte pour un clan qui est beaucoup plus important que sa famille très, très rapprochée. Hein. Donc je crois qu'en effet, c'est très complexe. On peut lire l'expression d'une tristesse, par exemple, dans des lettres personnelles qu'il adresse à Bellièvre, dans une lettre que Madeleine de Levépine, sa femme, adresse à Bellièvre. Une tristesse, un découragement, une forme d'incompréhension par rapport au sort qui lui est fait. Mais non, on ne lit pas de profession de foi ligueuse. Voilà, il n'envoie pas de lettre au roi d'Espagne pour lui demander d'envahir le port de Marseille. D'autres le feront, si vous voulez. Donc voilà. Ils sont prudents, ce sont des gens assez prudents, sont des politiques prudents qui, en effet, sont des ligueurs modérés prudents aussi. Mais je parle sous le contrôle d'Olivier Poncet, il connaît ces questions. Bellièvre, effectivement, en particulier durant son exil, donc quand il n'est plus aux affaires, et je pense que c'est un point dont il faut tenir compte, s'exprime sur la rupture confessionnelle qui déchire le royaume, en déplorant les avantages concédés aux uns, en déplorant l'intolérance des autres, et en dégageant finalement l'idée que la voie moyenne, celle qui permettrait de mettre de côté un temps les questions religieuses pour mettre en avant, dans une période où effectivement la France est devenue le champ clos des affrontements européens, où chacun, prince de Lorraine, prince de Toscane, prince d'Espagne, prince d'Angleterre, veut son morceau de France. Et le sursaut, alors je n'ose dire patriotique, national, mais en tout cas un sursaut monarchique, dynastique français, prévaut sur finalement des questions religieuses dont il a bien conscience qu'il faudra y penser, il faudra trouver le moyen de chercher la concorde. Le terme figure dans quelques-unes de ses lettres, mais que c'est une question qui doit venir en second. Hein. Et il me semble que Villeroy, plus favorable effectivement à des options catholiques un peu plus rudes, n'est pas très éloigné de ses positions, d'une certaine manière. Simplement, chacun sont un petit peu... C'est un peu comme aujourd'hui, on parle de centre-gauche ou de centre-droit, si vous voulez. Chacun part sur des positions... Mais globalement, ils peuvent finir, dans des circonstances assez dramatiques, par s'entendre, pour considérer que le plus important, c'est ça, et ensuite, effectivement, d'autres questions. Donc, ce sont des choses qu'ils évoquent dans leur correspondance, en tout cas pour Bellièvre. Un mot beaucoup plus ouvert, moins caché, dans des périodes où ils ne sont plus aux affaires. Je pense effectivement que le terme de prudence, ou en tout cas d'expression, si j'ose dire, un peu contrôlée, est plus visible dans les périodes où, effectivement, ils sont sur un temps d'année finance, secrétaire d'État, chancelier. Je crois que c'est un point important. Alors, effectivement, ils n'ont pas le même caractère, ces deux administrateurs majeurs de la période dont on a parlé. Donc, d'une part, en fait, leur expression n'est pas la même. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes choses à gagner ou à perdre aussi, en termes de moments où ils en sont de leur mobilité sociale ascendante ou de leur disgrâce. Mais effectivement, ils se trouvent tout de même au mi-temps des positions confessionnelles. Hein. Donc, je crois que c'est assez intéressant de regarder ça comme ça. Effectivement, la prudence très importante, c'est-à-dire qu'on je pense que dans l'écrit, on ne va pas forcément en guerre civile fixer de manière résolue telle ou telle option. Cependant, et donc c'est un travail que je mène avec le professeur Paul-Alexis Mellet à Genève et la professeure Monique Weiss à Luxembourg, on s'est beaucoup intéressé à la hybridation entre écrit et oral, notamment dans les périodes de guerre civile. Qu'est-ce qui s'est dit à Conflans, dans les différentes entrevues entre les différents camps que Villeroy a organisés? Ça restera dans le secret de l'histoire à jamais. Cependant, cette réunion, cette conférence, elle est importante. La mettre en place veut déjà dire quelque chose. Après, il n'en filtre pas grand-chose. Il faut vraiment aussi se dire, et je pense que je ne l'ai pas assez rappelé, c'est que ces hommes de l'écrit sont aussi, la plupart, et ça va devenir d'ailleurs leur tâche principale, des hommes de la négociation, des hommes du conseil. Début XVIIe siècle, bon, Villeroy encore, on le sait, mais ses homologues européens n'écrivent plus. D'ailleurs, une très belle lettre de Cécile dit, voilà, moi je dicte au chant, et vous savez, on peut faire des erreurs quand on dicte au chant. Donc, ils vont se muer très progressivement en conseillers, en hommes de la parole. Et donc, problématique de savoir ce qui se précipite dans l'écrit à ce moment-là.
Y a-t-il d'autres questions? Vous pourriez revenir sur l'entourage des secrétaires d'État, parce que j'imagine que les secrétaires d'État ne travaillent pas seuls, ils doivent avoir des commis ou des aides. Est-ce que ces entourages font vraiment partie de la même société, je sais pas ce que vous appelez la société administrative, ou est-ce qu'il n'y aurait pas un peu deux ou plusieurs couches au sein de cette société? Et également, comment ça se passe quand est-ce qu'ils sont tout le temps à côté du secrétaire d'État, ou est-ce que quand le secrétaire d'État se déplace, il y a certains qui sont fixés à un même endroit et d'autres qui se déplacent avec lui, ou comment concrètement ça marche? C'est une question très, très intéressante que vous posez, moi qui m'a beaucoup intéressé en tout cas. Alors, vous avez déjà un certain nombre de travaux, notamment les travaux de Nicolas Leroux sur la cour dans l'espace du palais. Où se situe la cour, où est-ce que les gens travaillent, comment les choses se passent, dans la mesure où, en effet, et je crois que c'est un argument de plus à mettre au compte de cette forme de pré-bureaucratie qui se met en place sous Henri III. Henri III va prendre de très nombreux règlements de police de cour pour justement encadrer et spécialiser de manière fonctionnelle les différents espaces. Il le fait pour des raisons politiques, il le fait pour des raisons pratiques aussi, hein, la cour est un espace dangereux, il le fait pour des raisons symboliques. Hein, voilà. Dans un bureau, vous allez avoir de plus en plus de gens qui vont travailler, en effet. Vous avez une sorte de basoche, comme c'est le cas au Parlement, de basoche du bureau du secrétaire d'État. Vous avez on va dire, première strate, puisque vous demandiez quelles étaient les strates. Première strate, ce sont les courriers. Les courriers, ce sont ceux qui vont porter les dépêches, soit par des circuits ordinaires, par la Poste Royale, soit par des circuits extraordinaires, en passant justement par des chemins qui sont beaucoup plus dangereux, mais beaucoup plus rapides. Donc les courriers sont un aspect essentiel du fonctionnement de ces gros hubs que sont les bureaux des secrétaires. Vous avez effectivement les clercs et les commis qui vont progressivement être encadrés par des règlements. Notamment, Henri III interdira au secrétaire d'État de charger le clerc ou le commis d'un autre secrétaire d'État du travail qu'il doit accomplir. Donc on voit bien que si c'est interdit, c'est que ça se pratique. À la fin du XVIe siècle, se met en place une sorte de chef de bureau, de chef de cabinet, le chief of staff de la Maison-Blanche, qui est le premier commis. Et bien souvent, le cursus honorum, ça sera le cas pour Paul Filippo, c'est de devenir premier commis, puis d'accéder à cette fonction de secrétaire d'État, quand ça ne se passe pas dans la même famille, effectivement. Vous avez, et ça je crois qu'il ne faut pas épuiser les liens qu'il y a entre le bureau du secrétaire et d'autres pôles de pouvoir. Par exemple, c'est le cas pour l'ambassade en Angleterre, on envoie régulièrement des clercs à l'ambassadeur à Londres, dans la mesure où il faut se former. Vous avez des secrétaires des langues, la secrétaire de la langue anglaise, le secrétaire de la langue espagnole. Il faut se former à lire et à bien comprendre et à apprendre la langue, à la fois pour le recueil d'informations sur place, pour le recueil d'informations à Paris, pour écouter et espionner ce qui se dit, mais aussi pour pouvoir dresser des courriers, ou en tout cas les comprendre quand ils arrivent. Donc vous avez en effet une forme de spécialisation avec des clercs qui sont des clercs spécialisés dans des langues étrangères. Parfois, il peut en arriver des dommages. Celui qu'on envoie à Madrid, Nicolas L'Hôte, va succomber au charme d'une belle Espagnole et trahir pour le compte du roi d'Espagne. On va se rendre compte que le bureau fuit complètement dans la mesure où les lettres d'Henri IV, chiffrées, envoyées en ambassade à Madrid, sont lues à livre ouvert par les agents du roi d'Espagne. Donc, effectivement, vous avez donc, ces pôles-là. Et puis après, toutes les autres institutions traditionnelles ou moins traditionnelles qui ont toujours recours à l'écrit et qui ont toujours des gens qui ont des doubles, des triples emplois. C'est pas parce qu'on est secrétaire d'ambassade ou maître des requêtes qu'on ne travaille pas avec le bureau des affaires étrangères. Au contraire, les emplois ne sont pas des emplois qui sont des emplois... voilà. Il y a du cumul d'emplois dans ce millefeuille qu'est l'État des Valois et qui sera l'État des Bourbons. Ce n'est pas du tout... je ne crois pas que c'est un facteur de désorganisation. Au contraire, ça solidifie dans l'ensemble général. On le voit dans la crise de 1586, au moment de ce qui se passe en Angleterre. Être proche du secrétaire d'ambassade Chérel, qui deviendra maître des requêtes du Conseil d'Henri IV, c'est très important pour Villeroy. Ça va lui permettre justement de faire beaucoup plus que ce qu'il ne pourrait faire. Donc, ils sont en permanence, ces secrétaires, en train de remodeler leur entourage politique, fonctionnel, de renouveler des alliances, de faire en sorte que
on puisse leur succéder dans de bonnes conditions, que leur premier commis soit justement en situation, comme on dit aujourd'hui, de leur succéder. Ça sera le cas pour Filippo. Ça ne sera pas le cas pour Florent Pasquier, justement, en 1588, que Villeroy tente de faire nommer à sa suite au moment de sa disgrâce. Eh bien, ça ne fonctionne pas. Mais voilà, ce monde-là n'est pas aussi strict que les états de la cour peuvent nous le faire penser. Et puis vous avez également bien d'autres gens qui sont secrétaires, les secrétaires de la Chambre, les secrétaires ordinaires du roi, les secrétaires du roi. Vous avez beaucoup de gens qui ont partie liée avec l'écrit et qui peuvent être appelés au gré des alliances et au gré des besoins par tel ou tel bureau. Oui. Quel est l'impact des frontières au niveau européen dans la circulation de ces informations? Est-ce que quand on envoie des lettres, est-ce que l'information peut être bloquée aux frontières? Il faut payer des taxes pour que l'information circule et à Alors, par exemple, dans le Saint-Empire, il y avait autant de frontières qu'il y avait d'États. Donc, et chaque État avait ses propres règles. Alors ça, en termes d'histoire matérielle de la Poste, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire, en effet, pour le cas français. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et très bien faites, justement, sur le cas espagnol, pour un certain nombre de raisons historiques, et puis en raison de la prééminence de la famille Tassis, maître général des postes, en tout cas. Donc, sur les postes, Hélène Michaud, encore elle, avait lancé un certain nombre d'hypothèses vérifiées par des résultats très éprouvés, en étudiant les formulaires de chancellerie qui sont conservés à la bibliothèque de l'Institut. Parce que là, vous avez des listes de postes, et donc vous pouvez voir, grosso modo, quels sont les chemins, vous pouvez reconstituer, avant cette fameuse carte milieu du XVIIe siècle, je n'ai plus la date exacte en tête, vous pouvez reconstituer quelles sont les routes. Déjà, c'est pas mal, parce que c'est déjà assez compliqué. Sur le prix de la projection d'une dépêche d'un point A à un point B, ça serait une enquête passionnante à mener. Effectivement, combien ça coûte? Est-ce qu'il y a est-ce une taxation qui va intervenir? Principalement, ce qui se passe pendant la guerre civile, c'est que c'est pas aux frontières que les problèmes se posent. C'est qu'on va se faire détrousser sur tel ou tel chemin. On connaît les lettres des postes extraordinaires. Au moment, justement, de la négociation de Belièvre, quand il est à Londres, j'ai montré, en tout cas, par quel circuit ça peut passer. Quel port exactement ça peut passer, quel circuit ça peut passer quand ça doit aller vite. De manière ordinaire, c'est plus compliqué. Et sur le prix, oui, ce serait très intéressant de savoir tout simplement combien ça coûte. Merci. Y a-t-il encore éventuellement une question? Oui. Bonjour, en fait, je voulais savoir, en tant que secrétaire qui prend une ascension sociale, comme ils sont très proches du roi et qui prit finalement ce pouvoir administratif, mais je voulais savoir, est-ce que des grands seigneurs qui étaient avant eux, des conseillers du roi, est-ce qu'ils n'ont pas eu des conflits? Est-ce qu'ils sont contents de cette ascension? Ou tout est toléré pendant la guerre Non, je vous remercie, c'est une excellente question. Effectivement, la mise en place de ces nouveaux agents techniques très privilégiés ne va pas forcément aller de soi. Puisque, en effet, là je parle sous le contrôle de notre directrice, au XIVe, XVe siècle, il y a une progressive pré-bureaucratisation qui se met en œuvre dans l'entourage des souverains, dans l'entourage des grands princes territoriaux, et notamment la Bourgogne, la principauté bourguignonne, donne un certain nombre de cadres qui vont, bon an mal an, connaître des formes de transfert vers d'autres principautés. C'est le cas aussi pour les différentes principautés italiennes. Donc, quand se mettent en place ces secrétariats, ils n'arrivent pas dans un monde qui n'est pas un monde où on écrit, qui n'est pas un monde où il y a une administration. Cependant, ils vont entrer en concurrence avec d'autres institutions. La première d'entre elles, pour le cas français, c'est la chancellerie. Effectivement, on va détacher un certain nombre d'activités qui étaient celles de la chancellerie pour les confier au secrétaire d'État. Effectivement, ça n'ira pas de soi. D'ailleurs, le livre s'ouvre sur un conflit avec la Chambre des comptes qui refuse de donner des lettres de gage au secrétaire d'État.
en arguant beaucoup de problèmes administratifs, on dirait bureaucratiques aujourd'hui. Donc, ça ne va pas de soi, effectivement. On a aussi, pour le cas français, des spécificités qui sont tout de même intéressantes. Il n'y a pas véritablement d'aristocratie de service, comme ça peut être le cas en Espagne, qui va justement venir prendre les grandes ambassades, les vice-royautés, et qui va justement avoir un travail de pôle administratif, parfois un peu lointain par rapport aux souverains. Pour le cas anglais, effectivement, les secrétaires d'État que je citais tout à l'heure, en Angleterre, notamment au début du XVIIe siècle, ce sont des très grands seigneurs. En termes de monde social-politique, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le Royaume de France. Bon, il va y avoir un rattrapage au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle. Mais tout de même. Donc en effet, c'est une très bonne question et ça ne va pas de soi. Il y a des conflits nombreux. D'ailleurs, les secrétaires d'État tentent, et Villeroy le premier, je pense qu'il a un appétit assez important, tente, et on a des lettres qui témoignent de ça, tente de prendre des prérogatives qui ne sont pas les siennes pour les attirer dans son portefeuille. Je pense au taillon notamment. Merci beaucoup pour ce dernier échange, à moins qu'il y ait une question rentrée qui est toujours possible de poser. Sinon, il me reste à vous remercier, Jérémy, pour cette conférence et à signaler au public deux choses. Tout d'abord, que pour ceux qui sont présents dans cette salle, vous pouvez encore discuter avec l'auteur à l'occasion éventuellement de l'achat d'un ouvrage qu'il sera heureux de vous dédicacer. Et deuxième chose, à moyen terme, vous avez entendu parler à plusieurs reprises de Damien Fonvieille et je suis heureux de vous annoncer que le 15 mai, il viendra ici même présenter son ouvrage. Je serai encore à la tribune, mais enfin là aussi je m'effacerai devant sa science. Et donc vous verrez à quel point les deux ouvrages sont complémentaires. Il y sera encore question de secrétaire d'État, mais d'une manière différente, et je ne vais pas en dire davantage, de celle que Jérémy vient de vous présenter brillamment. Et donc je vous remercie de votre écoute et vous souhaite éventuellement de nous retrouver dans 3 mois, dans cette salle. Merci beaucoup. Merci.